Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Zone Franche. Le numéro de ce dimanche reçoit pour vous Dieudonné Lokossou, ancien secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, en même temps actuel président de l'association Nouveau Droit de l'Homme Bénin. Avec lui, nous analyserons l'actualité nationale, les affaires CNSS avec Laurent Metognon, affaire Capitaine Trekpo, le RAVIP, le dénouement de la crise au niveau du secteur de la santé et le budget général de l'État exercice 2018 sont les grands sujets dont nous débattrons sur Zone Franche. Zone Franche, nous sommes en direct sur Fraternité FM à Parakou, Solidarité FM à Djougou, Kandi FM à Kandi et Dialogue FM à Banikwara. Zone Franche, comme tous les dimanches, c'est avec vous. Nagui Balagwe, bonjour. Bonjour Imran, chers téléspectateurs, bonjour. Qui dit Dieudonné Lokossou dit, c'est ça Bénin, mais il est vrai que vous n'êtes plus aux affaires, vous avez passé la main, devenant du coup un observateur privilégié de ce qu'est devenu votre ancienne maison. Alors, que vous inspire la CSA Bénin depuis après vous? Non, je crois que nous avons une ligne, comme vous le dites en votre langage, nous avons une ligne éditoriale. Et pour moi, jusqu'ici, celui qui a eu le privilège de me remplacer après 2 mandats consécutifs a été bien formaté et je crois qu'il est à l'œuvre. Pour le moment, je n'ai pas quelque chose à lui reprocher. Quand vous dites nous avons une ligne, est-ce que vous avez l'impression que la ligne est suivie? C'est quoi d'abord la ligne et est-ce qu'elle est bien suivie par ceux qui sont là aujourd'hui? Bon, et moi, je suis loin des affaires. Et je crois que je ne vais pas me laisser piéger. Et si c'est bien suivi ou mal suivi, nous avons des militants à la base. C'est eux qui apprécient. Et je crois qu'ils réunissent régulièrement le bureau. Bon, jusqu'ici, il n'y a pas d'association sans problème. Mais moi, les problèmes mineurs, je ne les prends pas en considération. J'ai fait mon temps, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai laissé un héritage et je crois que lui, il va pas faire le syndicalisme par mimétisme. Il n'est pas obligé de copier tout ce que j'ai fait. Et si lui-même, il sait qu'on lui a laissé une lourde responsabilité, il doit savoir jouer le jeu et ne pas perdre le crédit dont jouit la CSA Bénin auprès des travailleurs depuis sa création. Vous dites que vous n'êtes plus là, que vous êtes parti, donc vous ne voyez plus de l'intérêt, mais il se dit tout de même que vous êtes parti sans vraiment partir et que vous continuez à tenir ne serait-ce que quelques ficelles. Que répondez-vous à cela? Bon, et généralement, si celui qui est là et n'ouvre pas la vanne, les gens ne vont pas pénétrer pour faire des commentaires du genre. Mais je ne sais pas si je tiens réellement les ficelles. Si je tenais les ficelles, je crois que vous allez remarquer que c'est la politique de Lokossou qui est appliquée et moi, j'observe comme tout le monde. Donc, je ne voudrais pas créer des frustrations, je ne voulais pas emmener la rébellion dans la maison et chacun fera ses preuves. Et je dis souvent que tous les chemins mènent au marché. Donc lui, il est allé de faire son expérience. Moi-même, j'ai tâtonné au début, mais après, j'ai eu la main. Et il fait partie de ceux qui m'ont aidé, soutenu à réaliser les objectifs que j'ai pu atteindre. Je ne dis pas que tout ce que j'ai fait soit bon à 100%,
il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Donc, on tend vers la perfection. Mais moi, j'ai estimé, à un moment donné, que j'ai atteint mon apogée et il y a une sorte de sclérose. Il fallait mettre les jeunes à l'épreuve. Donc, il est en train de faire son expérience. On a reçu Anselme Mamoussou ici, c'est votre successeur. Il nous a dit qu'il a sa manière à lui de faire le syndicalisme, qu'il n'est pas dans le syndicalisme spectacle. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ben, il n'y a pas de syndicalisme. Enfin, on ne peut pas inventer la roue. Le syndicalisme est né de quelque part. Donc, s'il dit que lui, il ne veut pas faire de syndicalisme spectacle, ça veut dire qu'il ne sortira même pas pour les meetings. Parce que lorsque vous êtes en un meeting syndical, vous faites du spectacle. Maintenant, qu'est-ce qu'il appelle spectacle? Moi, peut-être, il ne s'adresse pas à moi, mais parfois on a besoin de spectacle pour atteindre les objectifs. Parce que tout ce que moi, j'ai pu acquérir ensemble avec les travailleurs, et pendant mes 2 mandats, mais on a fait du tapage, on a fait du syndicalisme spectacle. Mais maintenant, si on veut faire le syndicalisme silencieux, et on peut faire mieux que nous, je dis merci. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a plusieurs voies pour aller dans un marché. C'est vrai que les choses ont quelque peu changé au niveau de la CSA Bénin. On voit quand même qu'il y a un leadership nouveau, vous observez. Ce n'est plus tout à fait comme avant. Est-ce que vous avez le sentiment que cela mènera à bon port? Je crois que vous avez l'opportunité de le recevoir ici. Il a défini sa ligne. C'est clair. Donc, si il a, sur la base des objectifs qu'il a, il s'est tracé une ligne, il faut souhaiter, il faut prier. Moi, je suis un peu son doyen. Je ne peux que prier pour qu'il n'échoue pas. Il a tout de même besoin de votre soutien, de votre accompagnement. Est-ce que aujourd'hui le contact est maintenu de telle sorte que vous apportez peut-être à sa perspicacité, à votre expérience, qu'elle vous apporte quelque chose à ce qu'elle fait? Non, il ne faut pas envahir le type. Il ne faut pas qu'il ait l'impression qu'on est parti et qu'on tire encore ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'on tient le bout de la ficelle. Il faut qu'il ait une indépendance totale. Mais néanmoins, lorsqu'il y a des sujets sensibles, s'il estime qu'il a besoin de mon avis, je lui donnerai mon avis sans arrière-pensée. Mais je ne peux pas vous dire que depuis que j'ai quitté, on ne s'est pas vu et que je n'ai pas eu à intervenir dans des sujets précis. Donc, bon, vous voyez les choses sur un plan global par rapport à la vie sociale, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc moi, je ne suis plus dans le champ de mire, je ne vois que de loin. Vous êtes encore, c'est vous qui êtes, vous saisissez les histoires sociales au quotidien. Vous pouvez mieux apprécier ce que vous voyez. Donc, moi, je suis un observateur admis, disons, à la retraite, et je vois de loin les spectacles. Ce qui est bon, et ce qui n'est pas bon, cela amélioré. Je le souhaite. À la fin du mandat, en tout cas, on va tous apprécier. D'abord, on a pris date avec Anselme Mamoussou sur ce plateau pour voir s'il fera mieux que vous, en tout cas à la tête de la CSA Bénin. On va passer à autre chose, la lutte syndicale sous le nouveau départ. On a vu récemment les syndicalistes du secteur de la santé qui sont allés en grève 2 mois durant, avant même que le chef de l'État ne les reçoive pour qu'il y ait solution par la suite, en tout cas une sortie de crise. Comment avez-vous apprécié
tout ce qui s'est passé durant ces 2 mois? Non, je crois que lorsque des gens ont des revendications sur la table, et les problèmes qui ont été évoqués par les collègues, les camarades de la santé, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y avait des problèmes qui étaient mis sur la table et laissés en jachère avec le départ du président Yahi. Mais ce qui est mauvais ici, c'est que les camarades de la santé sont dans un secteur très sensible. Mais ils ont commencé leur grève avant les greffiers du ministère, enfin de la justice, du palais de la justice, et le président s'est empressé de recevoir ces messieurs. Comment cela s'explique selon vous? Comment ça se fait que d'un côté le secteur de la santé, les professionnels du secteur de la santé sont en grève pendant des mois et que on s'intéresse prioritairement à la justice? Comment cela peut s'expliquer? Non, je crois que c'est une erreur d'appréciation. Ça, il ne faut pas que je ne le dise pas ouvertement ici. J'ai dit que c'est un mauvais casting. Parce que je ne dis pas que ce que les autres revendiquent soit inutile, mais dans chaque situation, il doit y avoir un ordre de priorité. Et pour moi, la santé n'a pas de prix. Elle est prioritaire. Si les ministres en charge de ces secteurs-là ont pris langue avec les gens pendant longtemps, on les a tournés en bourrique et ça s'est soldé par un échec, le gouvernement doit tirer toutes les conséquences. Parce que lorsque le président est entré a pris en charge le dossier du ministère de la Justice, ça a été réglé, partiellement, parce qu'il y a un moratoire de 2 mois, si mes choses-là sont exactes, qui a été donné au gouvernement. Et ici, face à l'échec des ministres pour régler le problème, le président s'est vu obligé de réunir les gens et ils ont trouvé une solution pour le moment, une solution, je dis, provisoire, comme au niveau de la justice. Bon, alors, donc, les gens qui entrent souvent en mouvement, ce n'est pas toujours pour des questions pécuniaires. Quand les gens parlent de plateau technique, quand le président met en place une commission pour faire une étude globale sur les problèmes de la santé et qu'on écarte les principaux acteurs, vous voyez que ça ne peut que générer des frustrations. Donc, et le gouvernement doit changer. Lorsqu'il a pris service tout de suite, il a pris individuellement les secrétaires généraux des confédérations et après il les a reçus ensemble, le patronat, et pour discuter des problèmes liés à des changements sur le plan social, économique et qui intéressent les travailleurs. Donc on ne peut rien faire sans l'avis des travailleurs. C'est le gouvernement qui a le dernier mot. Mais écoutez quand même les autres. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Donc les conseils des secrétaires généraux quand même qui ont une expérience avérée dans le domaine, on ne doit pas mettre ça de côté et dire que bon, c'est les cadres techniques dans leur bureau, c'est eux qui vont faire les choses. Parce que toute la politique qu'on est aujourd'hui en train d'appliquer au niveau de la santé, ce n'est pas les travailleurs qui se sont réunis pour dire voilà ce que nous allons faire. C'est les cadres. Si à un moment donné il y a un échec et que les acteurs demandent à y être associés, je crois que ça ne coûte rien. Regardez, on a fait 2 mois d'errance. Combien de morts on a enregistré? Donc, on ne peut pas diriger un pays avec cette méthode d'improvisation, parce que là, je parle maintenant d'improvisation. Il n'y a pas eu d'improvisation. Peut-être que le chef de l'État a attendu le bon moment, parce qu'on doit peut-être se réjouir maintenant, dès qu'il est intervenu, on a trouvé des solutions. Bon,
c'est vrai que les questions n'ont pas été réglées définitivement et totalement, mais néanmoins, on doit tirer la conclusion aujourd'hui que le chef de l'État est intervenu au bon moment, puisque à chaque fois qu'il est intervenu, eh bien, les solutions se sont présentées, même si... On ne peut pas dire au bon moment. Il n'y a pas un bon moment lorsque on donne l'alerte. Le bon moment, c'est les premières semaines. Le bon moment, mais 2 mois après, moi je n'estime pas que ce soit le bon moment, mais néanmoins, son intervention, s'il avait fait un peu plus tôt, ça aurait pu limiter les dégâts. Donc c'est pour cela que moi je dis, il y a un peu d'hésitation et puis bon, d'improvisation. Dans cette crise, certes, le souhait c'est de voir les agents de la santé s'impliquer dans les propositions qui doivent être déposées sur la table des gouvernants, mais est-ce que les réformes ne relèvent pas de la compétence, des prérogatives des dirigeants? Par exemple, il y a eu beaucoup de spéculations par rapport à ces réformes. Nous ne contestons pas que les réformes relèvent du pouvoir régalien de l'État. Mais quand on a licencié des gens à la Sonapra, c'est des réformes qui ont entraîné ça. On n'a pas associé les travailleurs. Donc il y a beaucoup de mauvais exemples que les gens voient. Et lorsque on veut faire engager des réformes et on les traite en catimini, mais ça peut susciter la peur. Donc, la réforme ne doit pas être, ou les réformes ne doivent pas être faites de façon, comment dirais-je là, pas de charge. Non, pas de charge. On ne peut pas faire ça en cachette. Nous sommes dans un système de transparence. Mais si les agents de santé, dans les couloirs, apprennent qu'à travers cette réforme-là, on va vous liquider, on va dégager un certain nombre, mais cette peur-là suffit pour que ils se braquent. Pas seulement se braquer, ils cherchent les moyens les plus sûrs pour sauvegarder leurs emplois, parce qu'il n'y en a plus. Cela suffit-il pour aller en grève, laisser les gens mourir? Parce que on aurait pu peut-être chercher d'abord à avoir la bonne information pour mais avant qu'il n'en arrive là, vous êtes dans le pays. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai flatté. Je vous ai dit que c'est vous qui saisissez les faits sociaux, les faits historiques au quotidien. Mais ce n'est pas des automates, ce n'est pas des gens qui ne réfléchissent pas. Il ne peut pas, du jour au lendemain, je vous ai dit que ces problèmes datent depuis le régime du président Yahi. Donc, il y a déjà eu des tentatives de recherche, de solutions. Mais si on n'a pas trouvé, l'État a une continuité. Quand le gouvernement de la rupture est arrivé, je crois qu'ils ont fait un inventaire général des problèmes sociaux, des problèmes économiques. Et pourquoi on a commencé à licencier des agents de la Sonapra? Ça fait peur. Les emplois qui ont été créés ont été détruits. Est-ce que vous allez me dire, en l'absence de statistiques fiables, depuis l'avènement du président Talon, combien d'emplois on a détruits et combien on a créés? Donc, moi, je crois que je soutiens, en tant qu'ancien secrétaire général du syndicat, les agents du secteur de la santé pour avoir donné l'alerte. Et si les gens prenaient à cœur les problèmes de décès qui doivent nécessairement découler de ces arrêts intempestifs de travail, on devait prendre ça dès les premiers jours. Et les ministres, finalement, ils jouent quel rôle? Le ministre de la Justice, il a pris langue. Il ne savait pas seulement de menacer les gens. Mais on a déjà vu ça, on a vu pire que ça. Donc, nous ne sommes pas... Moi, je ne suis pas un nouveau-né. J'ai vu tous les systèmes. Donc, au moins, les centrales syndicales, ils ont une ligne éditoriale, je vous ai dit.
la négociation d'abord. La grève, c'est l'ultime étape. Donc, les gens ont fait des avertissements, mais on banalise. Et on pense qu'on ne peut pas faire. On parle de défalcation. Mais on a déjà fait ça ici, on a encore restitué. Donc, moi, je ne demande pas aux syndicalistes de défier les autorités, mais chacun n'a qu'à jouer son rôle efficacement. Il est arrivé même un moment pour certaines autorités, je veux parler par exemple du député Vlavonou, il est allé jusqu'à penser que dans un secteur comme ça, on ne peut pas rester les bras croisés et que s'il était possible, qu'on pourrait même aller jusqu'à leur retirer par exemple le droit de grève. Est-ce que ça sera une solution aussi? Surtout pour un secteur aussi sensible. Il n'y a pas que ce secteur-là qui soit sensible. Vlavonou, le député, je le respecte beaucoup, je le connais, il vient d'un secteur où il y a des syndicats patriotes pour saboter les mouvements de grève, bien sûr. Ce secteur-là aussi, on va dire que c'est insensible. C'est ça qui amène les recettes. Et pourtant, les gens font grève. Ils ont un syndicat. C'est le droit de grève. Oui, mais ça, c'est toujours les mêmes députés sous Yahi. Ça demande pas complaisance. Ça, excusez-moi le terme, qui ont retiré le droit de grève aux douaniers. Bon, mais moi, il ne sert à rien de garder un syndicat qui ne défend pas les intérêts des gens. Donc, l'attitude du député Vlavonou, c'est une attitude de va-t-en-guerre. Et je crois que le président a évité le piège. S'il a des propositions de loi à faire, il n'a qu'à voir les domaines où les gens ne trouvent pas de travail, il n'a qu'à obliger le gouvernement, à travers une loi, à reprendre les gens qu'on a licenciés de partout, ONS, Sonapra, etc., au lieu de focaliser son attention sur les agents de la santé. Et je ne crois pas que les députés, toutes tendances confondues, puissent le suivre. Parce que s'il fait ça, ce n'est pas la police, ce n'est pas les eaux et forêts, où ils ont des lois un peu militaires. Si les gens abandonnaient, il va faire quoi? Lui seul, il peut faire quoi? Donc moi, je pense que quand on doit défendre les intérêts du peuple, vous voyez un autre député, les gens sont en train de s'amuser, veut proposer une loi pour limiter les dépenses pour les naissances, les décès. Mais ça, Kérékou l'a déjà fait ici. On a déjà, il veut réchauffer une vieille sauce. Donc, moi, je crois que si les gens, au lieu de soutenir, ils sont de la majorité, non? Au lieu de soutenir, ils font un peu de la diversion. Donc, moi, je crois que... En fait, est-ce qu'on peut dire qu'ils font de la diversion? C'est quand même des élus du peuple. Oui. Et puis, quand ils voient, par exemple, le peuple mourir parce que des citoyens refusent d'aller porter des soins, c'est quand même normal qu'ils tentent des solutions. Le droit de grève est un droit constitutionnel. Absolument. Est-ce que le gouvernement a souscrit à des accords sur le plan international pour valider les mouvements de grève? Donc, à partir de ce moment, il aurait dû se rapprocher des autorités qui nous dirigent, qui gouvernent, pour savoir pourquoi ils ne veulent pas donner satisfaction. Mais là, il prend fait et cause pour le gouvernement. Donc, il est en train de condamner, en quelque sorte, les agents de la santé, sans avoir cherché à les rencontrer, à connaître les motifs essentiels qui les conduisent à persister dans le mouvement de grève. Mais lorsque le président les a reçus, par exemple, je crois que tout est rentré provisoirement dans l'ordre. Parce qu'ils ont suspendu, comme au niveau de la justice, c'est suspendu. Donc, le gouvernement, c'est maintenant que les députés doivent pouvoir mettre pression pour que
on ne renouvelle plus, on ne réveille plus ces travailleurs pour qu'ils se lancent dans de nouveaux mouvements et après on commence par chercher des solutions vraiment faciles. Mais que va-t-il se passer? Envisageons peut-être la perspective qu'à un moment donné, le gouvernement adhère peut-être à l'idée de Louis Vlavonou et que le gouvernement se dise, effectivement, c'est un secteur sensible et ça l'est. Et donc que le gouvernement se dise, c'est un secteur sensible, on ne peut pas permettre aux agents de la santé d'aller en grève comme tout autre agent parce que on connaît les conséquences quand les agents de la santé. Si le gouvernement s'alliait sur la proposition de Louis Vlavonou, par exemple, et que des initiatives étaient prises dans ce sens-là. Mais le Bénin ne vit pas en autarcie. Et il y a l'OIT. Nous avons adhéré aux idéaux, aux grands principes qui guident l'OIT. Alors nous parlons comme si le Bénin veut être l'exemple partout. Moi, j'ai suivi les Kenyans, les médecins. Ils ont commencé petitement leur mouvement et après, ils ont dit ils ne touchent plus à rien. Mais ce n'est pas des hommes qui sont là-bas. Mais pourquoi on veut se particulariser? Et ce qui est fait ici aujourd'hui peut être remis en cause demain. Vous avez vu, Georges, et le président actuel qui a remplacé celui qui est parti. Trump. Hein? Trump. Oui. Le président, le dernier qui vient, qui l'a remplacé, Obama. Le président Obama, il a pris des actes, mais il a commencé par tout démonter. Non, rien n'est figé. Donc il ne sert à rien de régler des problèmes par des artifices ponctuels et après que l'on remette encore en selle les choses. On va parler toujours syndicalisme, cette fois-ci avec les eaux et forêts, le capitaine Trépeau qui a fait une déclaration en tout cas qui n'a pas plu du tout à une chaîne de télévision. Ensuite, il a subi des arrêts de rigueur. Maintenant, semble-t-il, un processus de radiation est engagé. Votre lecture de cette actualité? Bon, moi, je ne voudrais pas conseiller le gouvernement à entrer dans cette... Est-ce que ce que M. Trépeau a dit n'est pas suffisamment grave? Est-ce qu'il a parlé en deux temps? Je l'ai suivi. Il était sur le plateau et le même jour que mon collègue de la COSI, Chadaré. Bon, il n'est pas allé là en tant que capitaine des eaux et forêts. Il est allé en tant que syndicaliste, secrétaire général d'un syndicat. Ça lui donne tous les droits, ça le couvre de tout. Donc, quand on est syndicaliste, on peut tenir les tests, tous les propos. Non, mais la Constitution n'a pas dit lorsque vous avez un problème, vous ne pouvez pas l'exposer, ou bien vous l'exposez avec réserve. Le BIT aussi, qui nous couvre, est au-dessus de nos tests. Bon, à supposer qu'il est eu à enfreindre à des lois de sa corporation, mais on ne peut pas punir la même faute deux fois. Moi, j'ai suivi, il avait 45 jours de rigueur et après, on est venu à 60 jours. Bon, je ne connais pas le mécanisme sur le plan militaire. À partir de 60 jours, il faut passer forcément par un conseil de Non, je discipline. ne dis pas non. Mais pourquoi, du coup, on ne lui a pas donné les 60 jours, on est parti de 40 jours, mais tout laisse à croire qu'à un moment donné, il est retourné encore, ou pendant sa détention à vue, là, et à garde, il a encore aggravé son cas en incipant d'autres faits. Mais si ce n'est pas le cas, moi je crois que, comme ils l'ont fait pour le commissaire qui a écopé aussi de 40 jours, mais il y a les tests, mais il y a les hommes. Ce n'est pas en gouvernant par la terreur qu'on va réduire l'ardeur des syndicalistes. Non, mais le capitaine Trépeau n'a pas
En fait, ce n'est pas le gouvernement qui a initié les sanctions contre le capitaine Tréco, c'est sa hiérarchie. Et donc, la hiérarchie fait partie de quoi? En principe, c'est un problème à l'interne, c'est un problème interne à la hiérarchie des eaux et forêts. Donc, c'est à ce niveau que le problème... Bon, la hiérarchie des eaux et forêts dépend de qui, en définitive? Ça dépend d'un ministre. Et quand il est parti, mais il a parlé d'une manière globale des problèmes qui minent la corporation. On veut chasser les gens de la Pangari. Il a dit un certain nombre de choses qui engagent le gouvernement, parce que ce n'est pas son ministère qui a signé les accords, qui s'est désengagé de la forêt là où les gens opèrent. Donc, à partir de ce moment, moi, je ne suis pas venu ici pour le défendre, mais moi, je dis au gouvernement qu'il y a la loi, il y a les hommes. Ce n'est pas... on peut trouver une autre punition, mais dire qu'on va le radier, des gens ont fait pire. Donc, moi, je crois que ce n'est pas la bonne solution. Et ça peut entraîner d'autres choses, parce que dans le pays, il y a déjà beaucoup de choses qui fâchent les travailleurs. Alors, justement, les travailleurs ont décidé donc de marcher vendredi pour exiger que le capitaine Tréco ne soit pas radié. Ils ont vu juste? Je crois qu'ils ont fait l'option de défendre les intérêts matériels, moraux et professionnels des travailleurs. Et nous sommes dans le cas d'espèces. C'est un travailleur, on veut mettre du sable dans son job, on veut le radier. Et quand on dit radier, ça c'est en termes militaires. Licencier et sans droit. Et il est père de famille. Donc moi je crois que les confédérations ont vu juste. Mais si malgré leur protestation, le gouvernement va au-delà, et s'il y a autre chose, parce que je ne suis pas dans leur secret pour savoir ce qu'ils ont planifié. Donc c'est pour cela que je suis heureux d'être devant vous à la veille de cette marche programmée, que le gouvernement, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une renonciation à un droit, mais le président est le président de tout le monde. Quand vous dites que ce n'est pas le gouvernement, moi, c'est le gouvernement. Si c'est même un ministère sectoriel qui prend une décision et il fait un recours et le président remet ça en cause. Donc, vous ne pouvez pas me dire que tout ce que le capitaine Tréco a dit, même si le président est absent, qu'il n'est pas informé. Donc, je crois que il vaut mieux faire une économie de la guerre que chaque fois de répondre coup pour coup. On attendra la marche qui est prévue pour lundi. C'est un sitting. Oui, un sitting, c'est juste un sitting au ministère du cadre de vie. Oui. Du cadre de vie. Voilà, on verra bien quelle mobilisation va accompagner ce sitting et on appréciera par la suite. Parlons maintenant d'une autre actualité. Un autre sujet, vous en parliez la semaine dernière à l'occasion d'un point de presse du FSP, c'est le brouillage des fréquences de Soleil FM. C'est arrivé également à Cap FM. Quelle lecture vous faites de cette situation qui ne cesse de perdurer? Non, je crois que on est dans un état de droit et les stations en question ont été régulièrement acceptées. Leur installation a été approuvée par votre organe de régulation que vous appelez la HAC. Alors, si nous sommes dans un état de droit et les débats contradictoires sont admis, je ne vois pas pourquoi, depuis 2 mois, on est en train d'assister à une scène
malheureuse. Hein, le brouillage systématique tous les dimanches d'une radio privée, mais qui a son auditoire. Et la Constitution dit que chaque Béninois a droit à l'information. Moi, je suis Canal. Si c'est Canal qui dit la vérité, si je juge que Canal, sa prestation est conforme, respecte les normes, mais qu'est-ce qu'on reproche à ces... Ça a commencé par Soleil FM. J'ai appris que Cap FM aussi a été victime. Je ne sais pas si ça continue. Une seule fois pour Cap FM, Soleil FM de façon permanente. Donc ça veut dire que les brouillages, le système part de quelque part. Alors, lorsque la HAC, par exemple, on l'interpelle et on assiste pratiquement à un aveu d'impuissance, alors que pour fermer certaines stations avec des motifs qui ne sont pas toujours bien justifiés, on trouve les moyens rapidement pour y aller. Alors, je laisse, parce que je dirais ici que Soleil FM, on connaît bien le promoteur. Donc, ça a un lien. Ah, écoutez, en tout cas, je ne vais pas venir, je ne vais pas parler de vous ici. Donc, si ça n'a pas un lien, mais pourquoi la HAC a dit qu'elle ne dispose pas des moyens techniques pour mettre fin à ça? Parce que peut-être elle n'a pas sous la main les moyens techniques. Ok. Parce qu'elle n'a On concède. Oui. Si demain, nous sommes sur notre territoire, hein, autonome, indépendant, si on assiste à une telle scène de brouillage de fréquence de la radio nationale, depuis lors, la HAC va croiser les bras, l'État va croiser les bras. Donc ça veut dire que cette affaire-là, c'est diligenté, c'est bien orienté, et on ne peut pas me dire que tous les dimanches, le brouillage part de quelque part qu'on ne voit pas. C'est peut-être on va pas être alarmiste, c'est peut-être un problème technique précis dont on n'a pas tout de suite les solutions, et donc il va falloir... Non, je crois que nous sommes sur une zone franche, que ce soit moi qui suis l'invité ou vous-même, on doit analyser les choses. Je ne vous demande pas d'épouser mon point de vue, mais depuis 2 mois, et il y a plusieurs radios installées sur le territoire national. Pourquoi cette seule radio-là qui est... Vous répondez, qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui peut gêner autant ceux qui brouillent une fréquence? Et Sika TV est pratiquement invisible. Mais c'est le même propriétaire. Qu'est-ce qui gêne? Est-ce que c'est les idées, ceux qui passent, que les gens ne veulent pas entendre? Est-ce qu'il y a un problème réellement technique qui dépasse les compétences des techniciens dans notre pays? Mais c'est quelqu'un qui est venu installer. Ce n'est pas une main invisible. C'est vous qui parlez souvent de main invisible. Mais ça part de quelque part. On ne parlera pas de main invisible, mais il est tout de même que à ce jour, on n'a pas de preuves, on ne sait pas d'où ça vient le problème. On sait juste que c'est un problème technique et que c'est de la responsabilité peut-être d'une certaine institution qui n'arrive pas pour le moment à apporter des solutions. Bon, si c'est comme ça que vous simplifiez le problème, moi, j'accuse le pouvoir et j'accuse l'institution qui est chargée de réguler. Quelle est la part de responsabilité d'un pouvoir quand on est dans un état de droit et que les institutions ont leur autonomie et qu'il y a une séparation de pouvoir? Ok. J'ai écouté, il y a quelques jours, j'ai appris que
l'émission 100% qui est réalisée par vos confrères, vous avez certainement, soit par contrat ou par affinité, on vous a demandé de diffuser cette émission-là, ou ces émissions, mais la s'est empressé de vous écrire pour invoquer parce que une cause les formalités, justement les formalités prescrites pour de telles actions n'ont pas été respectées. Et donc, la HAC s'est trouvée dans l'obligation d'appeler à se conformer à la réglementation à la matière. Donc, ce n'est pas interdit. J'ose croire que d'ici à là, je peux voir 100% Bénin et leurs émissions. Si vous remplissez. Si nous remplissons Bon, dans tous les cas, moi, je vois ça toujours sur mon portable. Oui. Donc, vous êtes connecté Internet et puis j'ai pas de problème par rapport à ça, mais c'est une restriction des libertés d'expression. Ça n'avance pas le pays et les gens nous interpellent quand nous sortons, mais on ne sait quoi répondre parce que vous-même, vous n'êtes pas arrivé à me convaincre. Parce que quand on envoie, moi je ne suis pas journaliste, mais quand on envoie des dépêches, si ça vous plaît, vous les passez ou vous les traitez avant de les passer. Donc la HAC n'est pas à son premier coup. Ce n'est pas cette HAC, mais pour moi l'administration est une continuité. Votre confrère, le Béninois libéré, il a écrit un texte et ça c'est sous le président Boni Yahi. Et la HAC, par zèle, a fermé son siège. Et on a mis les gens en chômage. Comment votre confrère là a pu survivre jusqu'à l'avènement du régime du président Talon pour qu'il soit à nouveau autorisé? On ne sait pas. La HAC n'est pas la police. La HAC n'est pas le tribunal. La HAC est là pour réguler. Et ça s'arrête là. Maintenant qu'il y a brouillage en permanence, et ça appartient à quelqu'un qui n'est pas en odeur de sainteté, on dit qu'on n'a pas trouvé les moyens techniques. Donc ça veut dire que si ce gouvernement-là, le temps qui lui reste, 3 ans pour finir, donc on peut brouiller ça pendant 3 ans. C'est pour cela que je transpose. À supposer que ce soit la radio nationale, on va nous donner cette réponse. Et vous avez des syndicats. Il ne s'agit pas seulement, moi, la dernière fois, à la conférence de FSP, j'ai dit qu'il faut organiser une journée presse noire, morte ou bien quoi. J'ai dit ça. Donc ce n'est pas bon. Voilà. Est-ce que vous avez un message, une suggestion à faire à l'institution qu'est la HAC dans un contexte pareil? Non. L'exemple que j'ai pris seul suffit. J'ai dit, si c'est l'ORTB, on doit être, si ça dépasse les compétences de la HAC, ça veut dire que ce qui est fait, moi je suppose qu'il a toutes les compétences. D'accord. Nous allons parler maintenant de la lutte. Donc il n'a qu'à se rapprocher des brouilleurs pour qu'on mette fin à ça. Nous allons parler maintenant de la... Encore faut-il que la HAC connaisse les brouilleurs pour... Bon. Oui, est-ce que vous connaissez les brouilleurs? C'est pas la peine de parler. On va parler de la lutte contre la corruption, et puisque nous avons passé notre temps à parler beaucoup plus des syndicalistes, du syndicalisme dans notre pays, on va parler justement du cas de Laurent Metognon qui se retrouvait en prison depuis jeudi dernier, et l'audience est prévue pour le 19 décembre prochain. On parle de flagrant délit, une affaire de rétrocommission occulte. Est-ce que vous avez eu le temps d'échanger avec votre collègue syndicaliste qui a milité, qui a fait beaucoup de luttes? Déjà, il faut dire que vous êtes un ancien administrateur également de la CNSS, et donc vous y connaissez, vous êtes à même de nous expliquer ce dont il s'agit. Qu'est-ce qu'il faut entendre par DAT, dépôt à terme, rétrocommission, etc. etc.
qu'est-ce qu'on peut retenir comme substance de ce dossier-là? J'ai été administrateur au même moment que le président Adjavon, le président du patronat, c'est lui qui était président de cette caisse. Parce que la présidence, elle est tournante. Elle est tournante. Oui. Et ce n'est pas, et l'État est toujours vice-président. Ce n'est pas la première fois qu'on fait un placement en DAT, c'est le dépôt à terme. Donc, nous avons, par exemple, beaucoup de cash flow, beaucoup de liquidités, de l'argent qui dort. Donc, il faut chercher à fructifier. Et le dépôt à terme donne droit à des intérêts. Et les taux varient d'une banque à une autre. Nous, quand on était là, avec le président Adjavon, on avait vu, en prenant les DAT déposés dans une banque et dans une autre, on a vu que les taux n'étaient pas concordants. Il y avait des disparités et lui, comme c'est un homme d'affaires, il est avec les banquiers, il a négocié qu'on relève les taux. Donc, je ne vais pas faire une mauvaise publicité à une banque ici. Il y avait une banque qui avait des difficultés et nos prédécesseurs avaient placé de l'argent de la caisse là-bas. Quand on avait vu qu'il y avait des risques imminents, le président a instruit la direction générale de faire toutes nos opérations de retrait sur cette banque-là. Donc, le gouvernement, en rendant public la nouvelle, a parlé d'un taux et d'un placement d'à peu près 16 milliards sur lesquels le président Laurent Métoyon aurait perçu des commissions occultes et rétro. De 71 millions. Oui, à hauteur de 71 millions. Je ne sais pas si... non, attendez, je ne sais pas... À votre temps, tous les dépôts qui ont été effectués, est-ce que les dépôts que vous avez fait en votre temps donnaient lieu également à des commissions? Moi, je n'ai jamais perçu de commission. Je n'ai jamais entendu parler. Parce que comment la banque va passer cette écriture pour sortir 71 millions? Je me suis... Il n'y a que les intérêts qui reviennent dans oui, les caisses intérêts, de la caisse. Oui, les intérêts, ça, quand ça tombe, on les met dans le compte ordinaire. Donc, on a fait ça. Moi, je me souviens que c'était au temps de Glélé, Lucien, il était président, on avait tellement de sous que on a dit qu'il faut chercher à placer ça à l'extérieur. Et on est parti chez le président de la boîte à l'école, c'était le président Yahi Boni, et on a étudié ça. Et je crois que les tests ne permettaient pas d'envoyer de l'argent de la caisse à l'extérieur. Maintenant, s'agissant du cas de Métoyon, on a dit que la direction générale a proposé 1 milliard et lui, il a porté ça à 3 milliards. Ça peut se comprendre facilement. C'est le conseil d'administration qui donne les grandes orientations. Et lui seul? Non, ce n'est pas lui seul. J'ai dit le conseil d'administration. C'est un ensemble. Mais la direction a fait une suggestion. Si, après analyse, les membres du conseil ont estimé qu'il faut porter ça, élever le montant, ça ne va pas dans les poches des commissaires. Donc ça là, c'est possible. Pour moi, ce n'est pas encore une faute. Donc, le placement a-t-il été fait, oui ou non? Le directeur qui a dit qu'il a donné 71 millions, comment il a passé l'écriture? Parce que la banque aussi a un conseil d'administration, il y a d'autres structures qui viennent, la BCAO ou l'UEMOA qui viennent contrôler. Donc, moi je ne vois pas techniquement ou sur le plan comptable comment ça peut se faire. Moi je ne suis pas ici pour défendre Métoyon. Je connais l'homme, je sais
ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il se dit qu'on ne connaît jamais, quelqu'un. Non. Non. On peut jurer, on ne peut jurer de rien. Mais moi, je connais quand même, on peut témoigner. Ce n'est pas quand on dit qu'on connaît. Mais tu peux dire que tu connais quelqu'un et peut poser un acte quand ça va revenir et ça va être une vérité. Mais on ne peut pas condamner sur les bases de fiction. Il y a de fiction selon vous? Ah oui, mais on est parti de 71 millions et on est revenu à 2 500 000. Si vous dites... Non, je n'ai pas fini, il ne faut pas me perdre le fil. Oui. Mais est-ce que c'est les 71 millions? Lui, il est le président, il a pris 2 500 000 dedans. Et le reste, ça a été réparti comment? Parce que les gens qu'on avait cités dans le communiqué du Conseil des ministres, on avait cité 3 personnes. Aujourd'hui, on a étendu la NAS vers d'autres. Bon, les 71 millions, comment ça a été réparti? Puisque à la police, à la BEF, on n'a parlé que de 2 500 000. Les autres qu'on a arrêtés, en plus, Laurent, aujourd'hui, ils se sont partagés les 2 500 000 ou bien c'est les 71 millions. Parce que qu'est-ce qu'on reproche à chacun? Et moi, c'est pourquoi je parle de fiction. Et parce que le chef d'accusation me paraît léger. Donc, et si ceux qui disent qu'il a été condamné déjà par les journaux, par le communiqué de la présidence, donc, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Vous dites les chefs d'accusation sont légers. On a écouté Maître Ibrahim David Salami qui dit le dossier est vide. Mais comment expliquez-vous le fait que Métoyon soit déposé, malgré que vous pensez que oui, la mise en cause dans la famille. J'ai dit, c'est le même chef d'accusation. Et Youssaou, oui. En tout cas, comment expliquez-vous le fait qu'il soit aujourd'hui déposé? Moi, je l'ai laissé à la caisse. Et c'était un peu le spécialiste. Il est d'une rigueur implacable. Donc, quand je vois tous ces messieurs-là cités, et en plus, celui que moi j'ai nommé quand j'étais secrétaire général, le camarade Edouard Adegoké, qui est de la caisse, moi j'ai vu caisse et caisse. C'est pourquoi je l'ai envoyé au nom de la CSA Bénin. Donc, on ne peut pas avoir mettons même, étant des finances, on ne peut pas voir ces genres de personnes ou de personnalités et craindre. Si les avocats ont dit eu un moment de faiblesse, on ne sait jamais, parce que dossier... de toute façon, le gouvernement n'a pas pu. Le gouvernement a agi sur un certain nombre de soupçons et ça n'a pas pu partir de rien du tout. Non, ça peut... On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ça peut être des erreurs. Mais moi-même, j'ai été victime de ce harcèlement au temps de Yahi, qui a nommé quelqu'un. Il n'a pas demandé mon avis, il a dit que l'Okossou a fermé les yeux sur une mauvaise gestion. Et on a envoyé des policiers pour encercler ma maison, m'a conduit à la BEF. Et moi, j'ai dit, à la BEF, je veux savoir d'abord celui qui m'a convoqué. J'ai répondu à 2 ou 3 questions précises et on m'a entraîné devant Gbena Méthode. Et quand j'ai parlé, j'ai exigé que la personne qui m'a convoqué soit là pour que je lui pose un certain nombre de questions. Bon, Gbena Méthode m'a dit, Monsieur Lokossou, vous pouvez partir. Donc, chaque gouvernement cherche des moyens pour arrêter des gens. Moi, il y a des choses que je n'ai pas livrées ici. Donc, moi, j'ai rencontré Métoyon le vendredi, le jour où on l'a déposé. J'ai entendu beaucoup de choses. Donc, nous attendons le 19, comme l'affaire c'est imminent. Mais on veut traîner, parce qu'on a dit c'est flagrant. Si quelque chose est flagrant, on doit faire ça dans un délai bref. Peut-être qu'ils auront le temps de chercher d'autres machins pour coller à ces gens-là. Si l'objectif, c'est de les mettre en prison, mais on n'a qu'à les mettre en prison. Mais ils sont là. Il faut toujours faire les choses en s'appuyant sur des preuves irréfragables. Si
on veut régler d'autres problèmes. Moi, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose pour la justice. Selon vous, on pourrait vouloir régler en mettant Laurent Metteur Je vais vous dire quelque chose. Ça, je peux le dire puisque je l'ai dit au cours de la conférence. Moi, j'ai reçu un appel de Paris où, ça peut être un mensonge, la personne m'a dit que on est en train, que le gouvernement serait, et lui il a été affirmatif, mais moi je mets ça au conditionnel, jusqu'à preuve du contraire, en train de prendre des dispositions pour liquider les anciens, pour leur coller quelque chose. Il s'agit de Togimou, ICOR, moi-même et subsidiairement, et le collègue de la COSI qui est dérangeant. Donc, moi, j'ai dit ça. Donc, vous semblez dire que la liste n'est pas encore épuisée. Oui. Donc, le problème n'est pas... Est-ce que psychologiquement, moi, j'ai vu mettons, le vendredi, il avait un moral d'acier. Comme il a déjà subi cette pression, cette injustice au temps du PRPB, on l'a plongé. Et ce qui me fait mal, c'est qu'il fait partie des gens qui ont aidé la rupture à s'installer. On est venu le 13 décembre 2013 tirer sur les travailleurs à la boue du travail. J'ai reçu des gaz lacrymogènes. Mais mes yeux larmoyaient. Togimou a reçu. Nous avons eu des blessés. Et le président, l'ancien président, a dit que c'est le président Talon qui a financé ça. Donc, chaque gouvernement tourne toujours. Bon, moi, il ne peut pas être un acteur de l'arrivée de Talon. Et aujourd'hui, les gens qui n'ont rien fait, ceux qui ont même des casseroles, c'est eux qui disent « Ah, il faut », et suivi de quelques journaux qui ont déjà condamné M. Metteur avant le tribunal. Lorsque vous parlez de la lutte contre la corruption, ça ne doit pas être une lutte parcellaire, ça ne doit pas être une lutte sélective. C'est l'impression que vous avez. Mais j'ai cette impression parce que... Il faut commencer quelque part. Là où on devrait commencer, c'est là où Rosine Soglo, au moment où on étudiait le projet de constitution, a dit qu'ils ont pris de l'argent. C'est quand même des députés. C'est un député qui a dit il n'y a pas eu une immunité parlementaire. Ah non, d'accord. Mais ça suffit pour qu'on demande si c'est faux, qu'on lève son immunité parlementaire. Il a parlé, mais moi j'ai vérifié par ailleurs. Et ça a été confirmé. Il y a un ministre, mais tous les ministres qui sont dans le gouvernement ne sont pas des ministres de talent. Il y a des gens qui ont servi le président Boni Yahi. Et il y a des gens qui traînent des casseroles. Et il y a des gens qui ont dit, si Yahi va à gauche, je vais à gauche. Non, mais S'il va à droite, je vais à droite. S'il va... Bon. Et ils sont sortis en laissant des casseroles. Quelqu'un ne peut pas faire évaporer plus de 4 milliards. Ben, la justice a tranché, elle a dit quand même dans le dossier que vous évoquez qu'il y a un non-lieu. Il n'est même pas allé en prison. Hein. On n'a même pas. Non, moi, je ne conteste pas. La justice a rendu une décision. Et on devait s'en tenir à ça en tant que démocrate. On ne peut plus parler de ça, mais quand même, ça crève l'œil. Et ça crève l'œil. Donc, si on a laissé, on a dit affaire non-lieu, mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que ça. Les affaires machines agricoles, Maria Gleta, mais des problèmes de parcelles. Mais la justice aussi a dit, ça c'est affaire non-lieu. Mais si on veut faire un travail bien fouillé, mais on n'a qu'à commencer. J'aurais souhaité même qu'on aille au-delà. Ça va peut-être revenir, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu d'autres arrêts. Oh là là, ici, j'ai l'impression qu'il y a une contagion et... tout le monde dit oh, ça va venir. Vous voulez. Moi, je ne sais pas. Vous avez peut-être des devoirs de réserve vis-à-vis du pouvoir. Moi,
je suis... Nous vous faisons des questions, Nous vous faisons des répondez. questions. Bon, d'accord. Oh, Ok. Parce que Mais moi, je vous éclaire de ce que je sais. En tout cas, Je vous donnez éclaire. votre opinion, votre point de vue Oui, par c'est- rapport à l'actualité nationale. Oui, tout à fait. D'autres donnera un autre point de vue. Personne ne viendra dire qu'il n'y a jamais eu affaire de 4 milliards, qu'il n'y a jamais eu affaire de machines agricoles. Personne. Vous êtes dans le pays, et c'est des faits réels. Affaire ICC Service, on ne pourra pas venir me contredire. La justice est là, elle n'a qu'à s'en saisir pour nous apporter, Il faut pour nous quelqu'un- éclairer davantage. Il faut que quelqu'un fasse la demande. Parce que ici, c'est sur la base des résultats du Conseil des ministres qu'on a parlé de 71 millions. Et aujourd'hui, progressivement, on a commencé par abandonner les 71 millions. Dieu donnait Lokosso, je disais tantôt que ça pouvait arriver, ça allait venir parce que vous n'êtes pas sans savoir que Laurent Metton, il n'y a pas que le dossier CNSS pour lequel les gens ont été... Pour moi, ce n'est même pas un dossier. Pour lequel les gens ont été... Ça n'existe pas. Les avocats ont dit qu'il y a une vacuité. D'accord. Il n'y a pas que pour ça que les gens ont été arrêtés. Il y a également le dossier de la SONEB, le directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin, est en prison pour... Il n'était pas pour autant une menace pour le gouvernement. C'est quand même quelque chose est quand même fait dans le sens de la lutte contre la corruption. Jusque-là, personne n'a dit, lui-même, ni ses avocats, je n'ai pas entendu au cours d'une conférence de presse que ce qu'on lui reproche, que c'est faux. Il y a deux institutions, il y a le Trésor et la SONEB qui sont mises en cause. Donc, si c'est juste, si ce qu'on dit de Laurent Metton c'est juste, moi je ne suis pas venu sur le plateau ici pour le défendre. Est-ce qu'il suffit que des soutiens à telle ou telle personne disent publiquement ce qu'on reproche à tel monsieur, c'est faux, pour que ça soit considéré comme... Mais moi j'ai vécu l'expérience. Je vous ai cité mon cas tout à l'heure. C'était du faux. Donc, si j'avais eu le soutien des travailleurs et un peu de la population. Que feriez-vous, puisque vous estimez que c'est une arrestation, en tout cas arbitraire, que feriez-vous si, après l'audience, par exemple, Metton est condamné? Bon, on est dans des hypothèses. Oui. Donc, et qu'est-ce que nous allions faire si Metton était libéré parce qu'il n'y a aucune charge? On peut poser aussi cette question. Nous sommes toujours dans l'hypothèse. Moi, je suis dans l'hypothèse que sur la base de fiction, le juge ne tranche pas sur la base de fiction. On tranche sur la base des éléments probants. Mais ici, il n'y a pas un fait matériel. Peut-être que ces éléments, le juge pourrait l'avoir, alors que nous, on ne l'a pas. Le citoyen ne l'a pas, parce qu'on ne sait pas, sur quoi le procureur s'est basé pour sa part, pour décider d'une mise en détention. Et donc, pour les mêmes raisons, le juge pourrait décider peut-être d'une condamnation. C'est une hypothèse, comme vous l'avez dit. Oui, je reviens sur l'affaire d'Agavon. On a dit que c'est un flagrant délit. 8 kilos ou bien, je ne sais pas. 18. Et on a chiffré 9 milliards. Mais il a été gardé pendant 8 jours aussi. Et le 8e jour, on l'a jugé en même temps sur pièce. Jusqu'à 2 heures du matin, moi j'étais au palais. Donc, je ne vois pas s'il y avait assez d'éléments, on pouvait trancher hier. Donc, les gens qui disent, il y a plusieurs hypothèses qui circulent, que c'est un règlement de compte, que c'est une arrestation politique. Bon, mais aujourd'hui, moi je suis un peu embrouillé, parce que je m'attendais hier, chaque fois j'appelais pour savoir, mais est-ce que ce qui est retenu, c'est les 71 millions? On me dit non. Alors, maintenant, les Younous ou bien Youssao et Adegoke, mais ils se sont partagés les 2 500 000 ou bien les 71 millions, on a fait chaud là. Donc moi, je dis, dans la meilleure hypothèse que moi j'ai choisie, dans l'optimisme, il faut que monsieur Metton soit relâché, non pas au bénéfice du doute, mais soit purement relâché, parce que les faits
son néant. De toute façon, la justice fera son travail comme elle va le faire dans un autre dossier qui a été ouvert, je crois, hier, et je crois jeudi, 2 arrestations pour le moment. L'ancien DG ONASA, René Aboulou, et l'ancienne ministre des Affaires de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sont en garde à vue également. Pour, me semble-t-il, un dossier gestion du don de riz japonais. Bon, moi, je n'ai jamais acheté. Toujours dans la perspective Je de la n'ai lutte jamais acheté du riz japonais. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le sac. Mais est-ce que ça ne fait pas bien de savoir qu'on a un régime qui décide quand même de traquer, de lutter contre la corruption? Même Non. si vous avez l'impression Mais par la endroit corruption, qu'elle est sélective, non. mais est-ce que Mais ce une n'est plaie. pas déjà C'est un cancer un pas? social. C'est bon, mais je suis foncièrement contre l'injustice sociale. Il ne faudrait pas qu'on laisse certains qui aujourd'hui viennent donner des leçons, des gens qu'on a vus hier avec Yahi. Mais ceux-là, ils ne peuvent pas être protégés, être sous protection. On n'a que il ne reste que 3 ans pour le président Talon. Il va aviser, il a dit, mais il y a 3 ans. Et j'ai dit que le chantier est vaste. On a cassé des gens, on ne voit rien poindre. Et les gens, il y a plein de chômeurs à relancer. Et ça dit que ça vient petitement. Bon. Mais ça vient quand même. Ça vient petitement, mais ça vient. Mais ça vient. Mais les 2 ou les 3 dossiers dont vous avez parlé, moi je ne suis pas pour qu'on distrait les deniers publics. Mais il y a beaucoup de choses que le gouvernement même fait sans, dans l'obscurité totale. Donc, mais ça permet aux gens d'opiner, de dire non, on ne fait pas. Quand on voit le gouvernement même fait des marchés gré à gré, quand on met Safran dans Ravip et on ne nous dit pas comment c'est fait, mais vous croyez que tous les citoyens doivent se taire? Mais ce n'est pas parce qu'on va mettre, mettons, sous les teignoirs que nous allons nous taire. Moi, je suis un homme libre et on peut me prendre en sortant de ce studio. On a Vous êtes prêts? Mais tous les syndicalistes sont prêts. Tous les syndicalistes sont prêts. On va passer à et les journalistes, bon, vous, de temps en temps, vous caressez le pouvoir de la poêle. Oh non, ça c'est vous qui le dites. Les journalistes font leur travail, analysent de façon les journalistes ne peuvent pas être comme des syndicats, c'est-à-dire être dans la vous êtes bagarre. des objecteurs de conscience. Parce que parfois, on peut vous prendre pour avoir... Monsieur Dieudonné Lokossou, on va passer à autre chose. Allons-y. Le RAVIP, justement. Est-ce que vous vous êtes déjà fait enrôler? Bon, le RAVIP, moi je n'ai rien contre. Mais la manière dont c'est lancé, ça me laisse vraiment... Ça me laisse sur ma faim. D'abord, il y a une décision de la Cour constitutionnelle qui dit qu'on ne fera plus jamais une élection ou des élections sans l'EPI. Mais nous avons eu l'EPI qu'on n'a pas déclaré. Mais le RAVIP, il n'a jamais été dit nulle part, en tout cas pour l'instant, même s'il y a un article qui prévoit que la liste électorale peut être restreinte. Il n'a jamais été dit que c'est une liste électorale. À tel mois, il faut mettre en place un certain nombre de structures, comme COS l'EPI. Bon, on n'a pas encore vu ça. Quand est-ce que ça va être fait? Ça va être fait dans la précipitation. Ça relève des prérogatives de l'Assemblée nationale. Oui, d'accord. Donc, la majorité, aujourd'hui, qui soutient, est là. C'est la minorité qui va soulever ça pour qu'on dise on va soumettre ça au vote pour qu'on... Bon, bref, moi je dis, RAVIP, ok. Les réserves que j'émets... Est-ce que vous avez fait l'enrôlement? Non. Non, pas encore. On a dit 6 mois. D'accord. Vous allez le faire? Non, ça c'est...
C'est comme si je vais chez un prêtre et me demande de faire la confession. Ça, si je dois le faire, c'est moi. Vous êtes citoyen, Dieudonné Lokossou, c'est pas Non, la même. vous avez posé un problème. Non, est-ce que Il ne vous faut allez pas, Est-ce qu'à ce moment ne me précis, dites, vous il ne faut avez pas la me conscience distraire. claire de Non, ce que pas vous du allez tout. faire? Je voudrais d'abord Vous parler. avez tout le temps, vous aurez le temps de parler du RAVIP, mais dites-nous, est-ce qu'en tant que citoyen Vous béninois, avez fait enrôler, est-ce que vous avez, Vous allez avez le dit que faire. vous ne l'avez pas encore fait, mais est-ce que en ce moment précis, vous avez Si la vous- conscience si claire de ce si que vous allez faire? Si je vous donnais la réponse, qu'est-ce que ça va vous... Quel est l'intérêt de la question? Non, mais on saurait que On vous veut allez savoir. on saurait Vous que- avez déjà fait? On saurait. à moi oui. Ah bon, mais vous êtes un bon citoyen. Bon, mais on n'a pas, Vous l'êtes aussi. on n'a pas encore, Je sais que vous l'êtes on n'a aussi, pas je veux encore savoir. dépassé le délai. Mais je vous dis en toute sincérité que je le ferai pour ne pas être surpris. D'accord. D'accord. Maintenant, je ravis même l'opération, la conception, l'opération. Moi, je n'ai rien contre. Je ne sais pas si c'était dans le programme du candidat. Maintenant qu'on a suscité ça. Et ma crainte, si je n'avais pas entendu parler de Safran au Kenya, qui a mis au point le système, et j'ai vu dans un reportage qu'on a enlevé un instrument, je ne sais pas si c'est ça qui enregistre les noms, et on est venu placer autre chose dedans. Et vous avez vu, l'élection, ça s'est soldé par des morts. Et on a dénoncé. Avant ici, c'est manuel. On dit que les morts venaient voter. Mais on a mis l'épi. On a toujours trouvé que ça ne va pas. Et maintenant, moi, ce qui m'inquiète, il faut voir les acteurs. Les gens qui étaient à la tête de la confession de la LEPI, mais c'est eux qui se retrouvent encore dans cette affaire-là. C'est peut-être leur Oh non. expérience. Non. Leur expérience. L'Institut de la statistique, eux, ils n'ont pas d'expérience là-bas. Justement, Ils savent. il y a une Donc, institution politique. eux, ils ont fait ce truc-là, ça nous a coûté des soixantaines de milliards. Mais aujourd'hui, combien ça va nous coûter? Est-ce que quand chaque président vient, il va trouver un instrument pour dire, ils ont fait une longue publicité par rapport à la LEPI, pour dire avec ça, vous pouvez faire vos opérations bancaires, mais les gens sont partis, on les a renvoyés. Aujourd'hui, c'est la même chose que j'entends. C'est la même chanson qu'on est en train de fredonner. C'est pour cela que moi, j'ai des inquiétudes. Mais si c'est vraiment... Parce que tout ce qu'on fait, on dit que c'est pour le développement. Même si quelqu'un fait de la transhumance, il dit que son coin n'a pas été développé pendant que Yahi était là. Et il a fait 10 ans, c'est avec Talon qui veut faire 5 ans qu'on veut développer son coin. Donc tout ça, ça rentre dans l'escroquerie politique. Mais moi, je vais le faire. Bon, même on demande aux bébés de se faire enregistrer. Comme si on était au temps du Zaïre, où les bébés même sont membres du parti avant de naître. C'est un recensement. MPR. C'est un recensement à vocation, identification de la population. Et donc, en fait, c'est un recensement qui concerne tout le monde. Il y a pas de- vous êtes convaincu que c'est la carte, c'est avec la carte LEPI qu'on fera les autres votes prochainement. Non, ce n'est pas pour le RAVIP, justement, ce n'est pas pour les élections, c'est juste pour tenir un fichier national. C'est une liste qui Ok. tient à juste un fichier de tous les citoyens. Et donc, Et si quelqu'un est mort? a priori, c'est pas une liste pour aller aux élections. Il y aura certainement des moments où Non, on comprendra. il faut enlever Pour le moment, les morts. laissez-moi dans ma prudence et on verra. Mais pourquoi êtes-vous si inquiet? Est-ce que vous avez fait un tour sur le terrain pour voir comment l'opération se Non, déroule? j'ai pas fait un tour, pour lever mais un peu vos doutes, vos je inquiétudes. vais vous signifier quelque chose que moi j'ai enregistré. Dans mon village, par exemple, ils ont envoyé un instrument qui est installé dans l'école urbaine, l'école publique. Mais on a omis des villages alentours. C'est inquiétant. Bon, peut-être qu'ils vont se rattraper comme on a 6 mois. Mais je ne sais pas si c'est à Kassato ou quelque part là. Les gens disent que d'abord le processus est trop lent, qu'on ne pourra pas recenser tout le monde en 6 mois. Lorsqu'on dit des choses comme ça, alors que c'est un outil, un instrument de développement, ça ne peut que susciter des inquiétudes.
Donc moi j'attends de voir réaliser le RAVIP sur toute l'étendue du territoire, qu'on ne fasse pas, puisque c'est les mêmes acteurs qui sont là, qui hier ont omis des régions et on a fait des élections sans certaines personnes. On va parler maintenant du budget général de l'État, exercice 2018. Je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais de toute façon, de toute évidence, on sait qu'on a passé de 2000 et quelques milliards à 1800 milliards. Quelle appréciation pour 2006 milliards à 1800 et quelques milliards? C'est un budget titan. Et on n'annonce pas un budget par fantaisie. On est sûr d'atteindre les objectifs. Maintenant, à l'impossible, nul n'est tenu. Parce que si on voit que ce qu'on a prévu, capter les impôts, les recettes, on voit que ça ne suit pas la vitesse que l'on aurait souhaité, on peut revenir par un collectif. Maintenant, si ce n'est pas fait, mais au moins à la fin, qu'on nous dise on est arrivé à telle réalisation, à tel pourcentage, et on justifie pourquoi on n'a pas atteint le taux normal. Le taux a été atteint du moment que le ministre des Finances, vous l'avez suivi peut-être devant les élus nationaux à l'Assemblée nationale, il a signifié que le budget général de l'État exercice 2017 est en train d'être réalisé à 92%. Et l'impact social, parce que c'est trop facile de venir demander, dire aux députés, nous avons réalisé 92%. Dans tel domaine, dans quel domaine? Si c'est global, pour moi, il n'y a pas un impact social. Par exemple, quand je prends les dégagements sauvages auxquels nous avons assisté. La libération des espaces publics. Bon, ça, vous l'appelez comme vous voulez. Nous, moi, dans mon langage, objecteur de conscience, je dis les dégagements sauvages auxquels on a soumis les gens. Il y en a qui sont morts, il y en a qui avaient pris des micro-crédits, mais je n'ai pas vu bouger, je n'ai pas encore vu ce qu'on a fait. Et là, est-ce qu'on a fait ça pour le plaisir de le faire? Donc le budget a été appliqué à quoi? Les travailleurs, est-ce qu'ils ont vu augmenter leur salaire? Mais moi, je ne peux que apprécier ce chiffre-là. C'est le volet social seul qui vous intéresse quand, dans l'application d'un budget, dans le taux d'exécution d'un budget, il n'y a que le volet social qui soit important. Il aurait été bon que l'on nous dise voler par voler ce qui a été réalisé. Donc sur le plan global, je ne saurais apprécier parce que il y a rien de palpable, de visible qui me permette de cautionner ce que le ministre a dit. Donc moi c'est. Est-ce que vous ne pensez pas que sur le plan quand même de la mobilisation des ressources, il y a un certain nombre de réformes qui ont été engagées et que ces réformes-là ont dû produire des effets. Maintenant, quand vous parlez de l'impact, il faut me donner l'impact. Non, je vous demande de nous livrer le fond de votre pensée par rapport à cette question-là. Est-ce que vous avez le sentiment que ces réformes-là ont dû produire? Vous n'avez pas le sentiment que ces réformes-là ont dû produire? Moi, je ne suis pas proche du pouvoir. Mais en tant que citoyen. Mais quand vous observez. Mais j'observe rien. J'ai comme l'impression que la rupture, c'est le prolongement du changement. Moi, je vous le dis en toute sincérité. Et aujourd'hui, quand vous interrogez les gens, et ça, c'est mon impression, mais les gens, certains regrettent le départ de Yahi. Malheureusement, il ne pourra plus revenir parce qu'il a fini son mandat. Vous regrettez Yahi, vous? Moi, je regrette. Malgré que j'ai subi des harcèlements, mais aujourd'hui, mais à moins qu'on veuille flatter, et moi je ne veux pas, comme les autres,
hein, tout le monde a le même langage. Le président Talon, quand il est venu, on n'a pas fait simultanément l'élection présidentielle et l'élection législative. Et comment il a pu avoir cette majorité rapidement, en moins de 2 ans? Et les arguments avancés sont que d'un député à un autre, nous avons fait avec Yaïboni pendant tel nombre d'années, notre région n'a pas connu de développement, on n'a pas reçu ceci. Et pour le développement, pour quelqu'un qui veut faire 5 ans, tout le monde a la même argumentation pour aller là-bas. Il a peut-être été suffisamment convaincant sur, par exemple, il a eu un programme d'action, il a présenté un programme d'action qui laisse entrevoir une vision et beaucoup d'ambition. Et donc, les gens y ont cru. Et les adhésions qui se sont faites sont allées, et notamment ont été motivées par la réalisation du PAG. Quand les gens disent, ils constituent leur parti, lorsqu'un parti naît, ils cherchent à faire tout un effort pour obtenir le pouvoir. Mais quand un parti politique dit que lui, il ne fait pas de l'opposition, donc on a créé le parti pour que... C'est un choix politique. Oui, bon, mais je n'ai jamais vu ça. Ça, c'est un choix unique. C'est un choix bizarre. Quand on a fait l'opposition pendant plusieurs... Non, mais l'opposition... Sur des années, et qu'après on décide de ne... Le Parti socialiste a fait l'opposition pendant un certain nombre d'années. C'est opposé à De Gaulle, depuis 1958. Et vous avez vu quand est-ce que Mitterrand a pris le pouvoir. Et ils l'ont encore perdu. Donc, un parti qui se crée, il a un objectif, c'est la conquête du pouvoir. Lorsqu'on enlève ça de sa stratégie, de son programme, là, ce n'est plus un parti. C'est un parti qui est là juste pour accompagner les gens. Et à cette allure, mais c'est toujours les hommes d'affaires ou les commerçants qui vont s'installer. En tout cas, le président de la République a annoncé son souhait de réformer le système partisan et de permettre à ce que les partis politiques puissent avoir leur place, en tout cas sur l'échiquier politique. C'est en 2021 que j'apprécierai. J'apprécierai. Néanmoins, je constate que tous les jours, il y a des mouvements qui naissent, des partis qui naissent, alors qu'on a déjà une inflation. C'est en attendant que la réforme se fasse. Tant que la réforme n'est pas faite... Donc on peut créer encore. Non, tant que la réforme n'est pas faite, il n'y a rien qui peut empêcher les gens... D'accord. On n'a plus beaucoup de temps, on va y aller très rapidement. Cette fois-ci, 1 ou 2 mots sur le dernier remaniement ministériel du président Boni Yaye. Non, je crois que du président Patrice Talon. Non. Il est resté dans tous les cœurs. Bon. En tout cas, c'est un lapsus. Son nom est revenu. C'est un ancien président. Oui. Il restera... Bon. Et moi, je crois qu'on n'a pas à critiquer ça. Il l'a fait parce que c'est un droit régalien. C'est la Constitution qui lui confère ce droit-là. Il peut prendre qui il veut, mais il doit tenir quand même compte de la moralité des gens qu'il met dans son gouvernement. C'est pourquoi il faut être à l'écoute, parce qu'il y a beaucoup de critiques et dont il n'a pas tenu compte, en laissant certains avec lui. En tout cas, vous parlez en coach, j'ai bien envie de vous demander de qui il s'agit, mais bon, on va parler ça. dans tous ces détails. Quelques jours avant quand même ce remaniement, sur la toile, dans les réseaux sociaux, il se disait que ça sera un remaniement purement politique. Beaucoup ont annoncé l'entrée de plusieurs députés. À la fin, rien du tout. Quelle lecture faites-vous de ce remaniement qui finalement ne prend en compte aucun député, ni les chefs de parti qui ont organisé des meetings pour dire « nous soutenons désormais le régime ». Ils ont un contrat. C'est sur la base du contrat que le président a travaillé. Donc moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Donc ils ont eu ce qu'ils ont, ils ont récolté ce qu'ils ont semé.
Donc, c'est peut-être la preuve que les adhésions, les ralliements ont été faits de manière spontanée et qu'il n'y avait rien derrière, il n'y avait aucune promesse, aucun engagement. C'est au Parlement, les ralliements, on ne peut pas me dire, même si c'est spontané, il a besoin d'une majorité pour diriger. Donc, les menus frétins qui passent là et qui se donnent beaucoup de valeur, mais eux, ils n'ont qu'à peut-être encore attendre. Parce que il faut savoir qu'ici, on gouverne avec ruse et rage. Donc, vous parlez beaucoup du Parlement et ça me donne envie de vous demander, de vous poser cette question parce qu'il se dit que vous seriez dans la perspective d'une candidature aux élections législatives à venir. Non. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui a dit non, mais quelques années plus tard, il a changé d'avis et il est là, il veut encore aller. Non, ça c'est personnel. Donc moi, ne m'attendez pas sur ce terrain-là, parce que c'est le terrain du mensonge. Vous ne ferez pas la politique. Je peux soutenir quelqu'un si je trouve que vraiment il est droit. Celui-là, il ne peut pas décevoir la population. Mais moi-même, être devant acteur, ça va me dévaloriser. Il se dit que vous êtes très proche de Sébastien Adjavon dans votre région, dans votre circonscription. Je suis proche. Je vous ai déjà confirmé ici une fois qu'on n'impose pas un ami. On ne choisit pas un ami. Un ami, c'est un ami. On le soutient dans le malheur oui. que dans le bonheur. Dans la joie aussi. Oui. Ouais. Donc, je crois que si notre amitié... Si vous sollicitez non, pour porter par exemple une liste... Il connaît ma position. Il connaît bien ma position par rapport à ça. Et je n'ai pas cette volonté de faire chose là. Comment voyez-vous les législatives en 2018 2019, pardon. Ça va être trop compliqué parce que les gens, ils trompent. En politique, c'est celui qui trompe qui est le mieux apprécié. Mais je crois que les choses vont s'éclaircir à partir des positionnements. Depuis ceux qui disent on soutient, ils veulent bénéficier de l'aura du président Talon. Quand le président va les décevoir, parce qu'eux-mêmes, ils ne pèsent rien, ils se présentent devant le président Talon, bien qu'ayant des dirigeants des partis, ils se présentent comme néant. Moi, je viens de lire un article consacré au président Talon. J'ai vu, on a écrit des choses sur ceux qui se disent de la majorité. J'espère qu'il ne va pas aussi les rouler dans la farine, parce qu'eux-mêmes, si c'était le cas, ils ne s'en prendraient à eux-mêmes. Alors, on reste toujours dans cette logique-là. Vous dites que les gens ils n'ont aucun poids, mais ils étaient déjà députés avant l'avènement du président Talon, et donc peut-être ils peuvent continuer. Ils étaient députés à cause de Yahi Boni. C'est Yahi Boni qui avait la majorité pendant tout le temps. Donc, si c'était une liste où, pas circonscription, sans parti politique, mais vous verrez les résultats. Ça va être la catastrophe. Donc, c'est Yahi Boni qui a fait que les gens ont été élus et réélus. On va aller à l'international rapidement. Cette semaine, un baobab quand même sur le continent africain qui aura passé 37 ans au pouvoir a jeté l'éponge, contraint, on peut le dire, par son vice-président qui entre-temps avait été éjecté par lui-même. C'est le président zimbabwéen Robert Mugabe. Quelle appréciation avez-vous de ce comportement, de cette fin de Robert Mugabe? Il y a une chanson du reggaeman ivoirien Alpha Blondy qui a dit « Vive le général Abba ». Donc, vive le général. Donc, je crois que le président Mugabe a été un héros. Moi, je l'ai beaucoup admiré quand j'étais jeune. C'était un marxiste. Il a lutté, il a fait la prison pendant 10 ans. Il a lutté contre les colons. Et à partir de 80,
à l'indépendance, il a pris le pouvoir. Mais lorsque vous prenez le pouvoir par les urnes, il faut savoir que c'est le peuple qui vous a élu. Et on doit vraiment faire attention et ne défendre que les intérêts des populations qui vous ont fait confiance. Je crois que, chemin faisant, il a changé de comportement et il a créé la misère, la souffrance à ses concitoyens. Et vous avez vu la fin. Il était héros, c'était le quai de l'Afrique. Malheureusement, il a terminé par la petite porte. Et ça doit servir de leçon à tous les dictateurs qui nous gouvernent aussi bien en Afrique et ailleurs. D'accord. On va parler aussi de cette actualité qui défraie la chronique rapidement à l'international. Ces migrants africains vendus quelque part en Libye comme des esclaves à des prix très réducteurs, si je peux le dire ainsi, $400, en tout cas moins de $500. Est-ce que vous comprenez que l'esclavage puisse encore exister au XXIe siècle? Bon, c'est pour vous dire que les chefs d'État qui nous gouvernent n'ont pas bien géré leur pays. On a créé la misère, il y a beaucoup de chômeurs, et c'est la misère qui fait que les gens s'expatrient et ils s'exposent à tous les dangers. Donc, je suis un peu surpris que notre gouvernement n'ait pas encore eu une réaction. Donc, ce n'est pas une bonne chose. L'esclavage du temps moderne, où on tue des gens, et il a fallu encore un média extérieur pour donner l'alerte. C'est une honte pour l'Afrique. Et ça, c'est impardonnable. On devait traduire le gouvernement libyen devant la Cour pénale internationale. Dieudonné Lokossou, nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Votre mot de fin? Je vous remercie pour le travail courageux et risqué que vous faites, comme certains syndicalistes. Vous avez été toujours à la hauteur de la mission qui vous a été confiée, celle de distribuer la parole à tout le monde sans discrimination. Je souhaite que mon pays, le président de la République, il est le président de tout le monde. On ne doit pas écarter les uns ou bien monter les uns contre les autres. On a l'impression que nous sommes gouvernés à deux vitesses. Ceux qui soutiennent le président, c'est eux qui disent la vérité, et ceux qui disent le contraire, qu'on ait l'humilité de les écouter. Ils ne sont pas là pour... C'est un gouvernement démocratiquement élu. On ne peut que dire ce que l'on pense. Et en démocratie, il n'y a pas de pensée unique. Il faut des idées plurielles pour accompagner le développement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Dieudonné Lokossou, merci d'être venu sur Zone Franche. Avec vous, nous avons fait le tour de l'actualité, notamment en ce qui concerne le cas de Laurent Metogne du dossier CNSS. D'autres sujets ont également été débattus. Vous avez livré votre vérité sur l'essentiel des sujets brûlants. Une fois encore, merci et chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Bon dimanche à toutes et à tous.